Voilà, merci d'être ici dans ce très bel auditorium de l'École nationale d'Arles. La thématique du jour, ça va être donc une conversation très libre sur l'enseignement de l'édition photographique en école d'art. Je vais vous présenter tout de suite les intervenants. Donc Raphaël Berthaud, qui est à ma gauche, qui est maîtresse de conférences en art à l'Université de Tours et qui par ailleurs a d'autres activités, commissaire d'exposition, directrice artistique, liée quelquefois à l'édition. Pierre Gaudin, qui est directeur des éditions Créafis, directeur historique des éditions Créafis, on peut dire. Véronique Souben, qui nous accueille dans cette école, qui accueille le France Photo Book aujourd'hui. Donc encore une fois, merci parce que c'est vraiment une occasion exceptionnelle pour nous de pouvoir présenter les livres de notre formidable association et d'éditeurs étrangers qui ont été invités. Donc Véronique Souben est directrice de l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Enfin, nous avons Jérôme Saint-Loubert-Pied, qui est expert en design et je dirais surtout pour aujourd'hui, enseignant en design éditorial à l'école des hautes études en art du Rhin. Donc, notre propos est effectivement aujourd'hui d'essayer de voir comment deux mondes qui se côtoient pas forcément si souvent que ça, entre l'école d'art et le monde de l'édition photographique, comment on peut trouver des passerelles, des accords et des liens pour maintenant et le futur. Que je vais commencer peut-être pour qu'on fasse un tour de l'existant, à donner la parole tout de suite à Véronique, sans doute, puisque vous êtes notre hôtesse, sur ce qu'il se passe à l'École nationale d'Arles en termes d'enseignement lié à l'édition photographique, l'édition de livres de photographie. Tout à fait. Bah, écoutez, j'étais ravie d'être invitée à cette table justement parce que donc j'ai pris mes fonctions en octobre. Donc, je suis arrivée maintenant il y a 8 mois. Et dans les projets et chantiers que j'ai lancés en discussion très proche, évidemment, avec les enseignants, c'est de pouvoir créer au sein de l'école un pôle éditorial, en fait, autour de l'édition. Parce que l'école évidemment on fabrique des livres. Enfin, il y a plusieurs modules d'enseignement, notamment Arles Observatoire, dont on peut voir l'exposition à Montmajour actuellement, qui est un projet éditorial qui se passe en première année, puisque l'école, on y rentre à Bac+2, puis il y a une première année propédeutique, et qui consiste à inviter les étudiants qui viennent un peu de partout de la région à photographier leur environnement proche, le territoire, et en deuxième semestre à produire un livre. Voilà, ça c'est un des projets assez importants. Il y a d'autres modules, comme avec l'École normale de Lyon, où en deuxième année, il y a un projet éditorial, alors là, plus en autonomie, c'est entre art et littérature, enfin entre photo et littérature, où les étudiants ont un peu champ libre pour créer un ouvrage qui peut être une sorte d'objet livre aussi, qui peut prendre des formes diverses et variées. Il y a comme ça des projets qui sont un peu éparses à droite et à gauche, mais il n'y a pas vraiment, il y avait jusqu'ici pas vraiment d'approche programmatique autour de l'édition. Donc voilà, donc c'est à peu près les différents modules qui existent au sein de l'école, qui ont toujours existé, qu'il n'y avait pas forcément d'insistance au vu de la dématérialisation des supports, que la dernière direction avait plutôt dans l'orientation l'idée de plus s'orienter sur les approches dématérialisées sur le site, voilà, sur les réseaux, le site internet, qui ont pris le pas, en tout cas une place extrêmement prépondérante. Est-ce qu'on peut revenir sur cette expérience donc qui est existante depuis plusieurs années? Arles Observatoire, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est à la fois du domaine directement de la photographie, la découverte d'un territoire par les étudiants qui arrivent de tous les endroits de France ou du monde, et comment ça, jusqu'où
se crée le livre et comment il est encadré ou bien créé. Exactement. Le livre, j'en ai amené justement quelques exemplaires. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est un projet qui a été instauré il y a 7 ans par Tadashi Ono et Gilles Saussier, qui sont nos 2 enseignants artistes, photographes-auteurs au sein de l'école, qui ont eu aussi une vraie curiosité sur les questions sociologiques, anthropologiques, sur les questions de territoire. Donc, l'idée, c'est de faire comme ça un projet qui oblige à se pencher sur ce que c'est que de la photo de territoire, qui peut relever aussi de la photo de commande, voir les élèves qui sont ultra à l'aise avec ça, qui au contraire, qui sont très réactifs, et ceux qui détestent la photo de territoire, et que ça permet aussi du coup de s'orienter vers autre chose. Donc ça crée une sorte de portfolio, un vrai atlas. Et puis le deuxième semaine, alors c'est vraiment un des projets, je veux dire, un peu fondateurs de l'école. C'est un projet pratique parce qu'en première année, il y a beaucoup de théorie, beaucoup de technique, parce que la première année, il s'agit vraiment de mettre tout le monde à niveau, puisqu'on a des étudiants qui viennent vraiment d'horizons extrêmement variés, certains qui ont déjà une très bonne approche, qui ont fait un BTS photo, qui ont déjà une très bonne maîtrise des techniques, et d'autres qui ont fait droit, qui ont fait sociologie, qui ont des cursus qui n'ont rien à voir, mais qui ont une pratique en tant qu'amateurs, et qui doivent évidemment, pour pouvoir démarrer en master un vrai projet photographique, il faut vraiment qu'il y ait cette maîtrise. Donc il y a ce portfolio, et qui aboutit à des formes. Alors au début, c'était très bricolé, puisque j'ai eu la chance de commencer à regarder ce qu'a produit Arles Observatoire, et puis au fur et à mesure des années, l'école a acquis du matériel de façonnage, de fabrication. Enfin, c'est petit à petit équipé, de mieux en mieux équipé, qu'au sein de l'équipe, il y en a qui ont commencé à vraiment s'intéresser plus fortement à l'édition et au livre, ce qui a donné aussi une impulsion au sein même des équipes techniques. Alors là, je dis là plutôt sur les équipes techniques des enseignants, et qui aboutit maintenant à des formes assez élaborées, dont j'ai par exemple en main, je peux vous montrer par exemple cet objet. Voilà, alors là par exemple, c'est une sorte d'objet livre, vous voyez, qui se déploie comme ça, avec tout un travail de pliage, comme vous pouvez le constater, qui est une sorte de puzzles, de vrais puzzles. Donc ici, c'est toute une partie du territoire de grottes marins, enfin a priori, qui a été photographiée, comme on voit ici. Alors, ce sont des livres aussi qui sont consultables à la bibliothèque. Alors aujourd'hui, la bibliothèque, évidemment, elle est fermée, mais pendant toute la semaine, elle a été ouverte justement pour qu'on puisse venir consulter. On a par exemple ce livre-là, vous voyez, qui joue du cinétisme, puisqu'il s'agit de faire glisser, de faire bouger comme ça avec la pochette, et qui porte sur Jean d'Arles à l'intérieur. Mais il y a beaucoup de travail sur le papier, sur la mise en page, sur des effets de blanc, des effets de... Alors là, c'est un travail surtout sur la maîtrise du noir et blanc, surtout avec des esthétiques extrêmement précises ou très aventureuses. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus aussi créatif possible. Il y a des livres qui vont être beaucoup plus politiques, comme ce livre de ce jeune étudiant en première année qui a photographié, qui a tout un travail autour de Bariol, et notamment de tout le mouvement de grève autour de ces écoles, en fait, qui sont... C'est des communes que vous ne voyez pas quand vous venez à Arles, mais Arles, c'est la plus grande commune de France, 700 km², et que les quartiers aux alentours du centre-centre regroupent des quartiers assez pauvres, assez déshérités, dans des conditions assez difficiles, et certaines de ces écoles n'ont pas de chauffage, notamment à Bariol. Donc ça a été vraiment un combat avec notamment la mairie. Et donc, c'est tout ce combat, en fait, qui est ici mis en page sous la manière de se poser la question comment d'un documentaire, d'un reportage, d'une approche avec des groupes de parents, des regroupements politiques se mettent en place et vont essayer de faire bouger les lignes avec énormément de difficultés. Donc c'est toute cette approche, c'est ces mois entiers passés dans ce quartier de Bariol. Donc là, évidemment, on est sur une définition complètement différente, une approche complètement différente qui, elle, relève évidemment de la question du politique, du sociologique, du documentaire.
c'est le complexe américain. Alors ça, c'est assez drôle puisque, alors évidemment, il y a toujours un travail. Enfin, on essaye. Les étudiants, on les enjoint aussi à s'essayer sur des couvertures avec des papiers, des couleurs. Voilà, à prendre conscience aussi des contrastes que ça peut générer aussi, les mises en page. Alors ici, c'est un travail très original puisque c'est un étudiant qui a été sur les traces de l'américanisation du territoire arlésien, puisque le territoire arlésien a été à un moment un lieu pour le Far West, un lieu où on a rejoué en fait l'histoire de l'Ouest américaine avec des vrais cow-boys. Enfin, il y a toute une communauté de cow-boys qui s'est mise en place et il y a plusieurs étudiants qui se sont beaucoup penchés sur cette histoire. Donc ici, c'est tous les lieux qui ont été photographiés, qui ont été remodelés, structurés comme des territoires américains. Enfin, tout ce qui peut se rapprocher des États-Unis sur le territoire arlésien et qui a fait qu'à un moment, il y a eu cette conjoncture d'histoire assez étonnante. Un livre aussi très original, voilà, j'en ai pris comme ça quelques-uns au hasard, mais qui s'appelle Le Banquet. Qui est assez drôlatique parce qu'en fait, c'est une étudiante qui a photographié le restaurant universitaire, voilà, pendant 1 an. Et avec des coloris, enfin c'est assez étonnant. Et là, elle a fait tout un travail. Alors c'est une étudiante qui travaille beaucoup aussi sur l'iconographie, et là qui a fait tout un travail très très original de mise en page, où elle a photographié en fait à chaque fois ses amis dans leur gestuelle, dans la manière dont ils se fondent, voilà, avec comme ça des effets d'ajournement de pages, de recadrage dans le cadrage, dans le livre, et la manière, voilà, de voir le tout, le détail, l'ambiance générale, une sorte de coloris, des images floues, des images précises, qui créent une ambiance, voilà, une approche très picturalisante en même temps et extrêmement originale de ce lieu finalement qui a un non-lieu, un lieu où l'esthétique est pauvre, où il n'y a quasiment pas d'esthétique. Les restos U, je pense qu'on ne peut pas plus inesthétique qu'un restaurant universitaire. Et justement, d'aller dans ces endroits inesthétiques pour en dégager une autre vision et une esthétique, notamment aussi sur l'alimentation. Il y a tout un travail sur l'alimentation. Donc il y en a beaucoup comme ça. Toutes les éditions sont toutes plus différentes les unes que les autres. Je terminerai juste par celle-là, qui a été lors de la manifestation, je crois que c'était lors des Gilets jaunes, en fait, où certaines villes, pendant les grèves, voilà, ont retourné le nom de leur ville. L'étudiant a été dans toute la commune qui est énorme d'Arles, et il a photographié absolument voilà, toutes ces pancartes et le pouvoir de la signalétique dans l'espace urbain, ce qui n'est pas rien, et qui vient rejouer aussi la question du graphisme aussi dans un livre. Voilà pour en quelques ouvrages. Voilà, merci beaucoup Véronique sur cet échantillon de ce qui se passe dans la première année en termes d'édition à partir d'un travail photographique. Jérôme, si vous pouvez faire un petit peu le même exercice et nous dire ce que vous êtes amené, vous, à réaliser avec vos étudiants. D'abord, on forme plutôt des designers graphiques. On ne forme pas à proprement des photographes, bien que ça arrive que des designers graphiques soient aussi photographes ou en parallèle, c'est quand même ça arrive. Donc, il y a quatre types d'interventions. La première, c'est en premier cycle. C'est à travers des sujets. Moi, notamment, j'ai un module de design graphique éditorial où je donne chaque année un sujet aux étudiants. Ça peut être, par exemple, la question du catalogue, la question de l'atlas, la question du lexique. Voilà, plutôt autour de notions assez générales éditoriales. Ensuite, les étudiants sont libres d'intégrer les contenus qu'ils veulent, donc qui peut inclure la photographie. Il y a d'autres sujets. Bon, là, par exemple, cette année, avec ma collègue Isabelle Lemine, qui est ici présente, nous avons donné un sujet justement plus spécifiquement photographique, puisque nous avons demandé aux étudiants de questionner la photographie de livres. C'est-à-dire que voilà, ils questionnent. Le sujet, c'était de représenter des livres dans un livre. Voilà, typiquement ce type de sujet. Malheureusement, j'ai pas d'exemple à vous montrer parce que ce sont en fait, c'est des projets individuels et on n'a pas la possibilité, enfin, on n'en garde pas d'exemplaires. Donc, c'est les étudiants qui conservent leurs exemplaires. Ils ont la possibilité d'en imprimer un ou deux, c'est tout. Une autre orientation dans ce cours-là que l'on donne, c'est aussi des sujets liés à l'automatisation, la mise en page automatisée, les traitements algorithmiques, le code pour produire des ouvrages imprimés. Donc là, ça va être par exemple partir de très grosses bases de données qui proviennent de sites web ou de choses comme ça et de les convertir en livres imprimés avec des stratégies qui sont plus celles du web que des outils traditionnels de mise en page que sont
les outils de Adobe. L'idée, c'est aussi de rendre les étudiants assez autonomes dans leur manière de pouvoir produire et de maîtriser au maximum les outils. Donc ça, c'est un peu la première modalité. La deuxième modalité, j'ai envie de dire, c'est un peu les sujets libres. La troisième, c'est plutôt en second cycle, où là, je fais, avec des collègues, travailler plus spécifiquement les étudiants sur des projets réels, c'est-à-dire qui sont réellement produits, qui sont des sortes de commandes, on peut dire, ou des commandes qu'on initie nous-mêmes, et qui donnent lieu à des objets qui sont pour le coup diffusés, alors soit diffusés en librairie, soit diffusés gratuitement lors d'événements. Donc là, j'ai apporté juste 3 exemples qui sont plus spécifiques justement à la photographie, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont abordés. Et puis la quatrième modalité, je dirais, c'est des workshops, c'est-à-dire qu'on invite quelqu'un une semaine ou 2 fois 3 jours à venir travailler avec les étudiants. Ça a été le cas cette année avec Winfried Heininger, qui est l'éditeur et graphiste de Kodoji Press, qui est une maison d'édition plutôt spécialisée en photographie, pas uniquement, mais quand même, on publie beaucoup de livres de photographie et qui est basée à Baden en Suisse. Donc là, il les a fait travailler. Donc là, c'était des étudiants de master. Il les a fait travailler l'idée de coming out of age, c'est-à-dire le passage à l'âge adulte. Alors, on avait demandé aux étudiants de faire déjà de regrouper leurs archives dans des dossiers, leurs archives personnelles, familiales, et ils ont travaillé à partir de ça avec Winfried, et chaque étudiant a produit une publication. Et un autre workshop qu'on a fait cette année, Penelope Enbrico, qui est une artiste qui utilise largement l'image issue du web. Voilà, et donc là, ils ont travaillé aussi sur des questions éditoriales à partir, là aussi, d'un corpus d'images qu'elle-même a fourni de plusieurs milliers d'images. Peut-être tu peux nous très présenter l'un des ouvrages ou les 3 ouvrages, si tu le souhaites. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'il y a de... Ça reste relativement classique. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus révélateur de ce qu'on fait, dans le sens où on incite plutôt les étudiants à aller faire des choses, disons, plutôt expérimentales, à expérimenter des formes et des éditoriales un peu innovantes, si j'ai envie de dire. Donc là, ça reste quand même somme toute assez classique. Voilà, c'est un travail qui a été fait après plusieurs workshops, au moins pendant 5 ou 6 années. Les étudiants ont fait un workshop le 11 novembre avec un photographe qui s'appelle Alain Villaume. L'idée, c'est de regrouper toutes ces images du 11 novembre. L'idée de travail autour du 11 novembre, c'était la question, on est en Alsace aussi, à Strasbourg, et la question de quel est finalement, qu'est-ce que ça signifie pour des jeunes de la génération des appelés de l'époque, finalement, en quoi ça leur parle, quel regard ils peuvent porter sur ces commémorations et aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a eu des propositions assez diverses, du documentaire à des choses. Voilà. Par exemple, ça, c'est une étudiante qui avait photographié, elle avait été à Kehl, de l'autre côté de la frontière, parce qu'évidemment, en Allemagne, le 11 novembre n'est pas férié, et les Strasbourgeois vont faire leurs courses ce jour-là en Allemagne, parce qu'eux, ils ne travaillent pas le 11 novembre, donc comme c'est moins cher l'alimentation en Allemagne, ils traversent le Rhin pour faire le 11 novembre, pour des tas de gens, c'est aller faire ses courses à Kehl, voilà, par exemple. Ça, c'est d'un autre registre, parce que c'est très, j'ai envie de dire, il y a une dimension patrimoniale. On travaille depuis pas mal d'années régulièrement avec la Bibliothèque des musées de Strasbourg, avec qui on a un partenariat, et à chaque fois, il s'agit de travailler à partir d'un fonds ou d'une partie du fonds de la bibliothèque pour le valoriser. Donc là, le directeur de la bibliothèque nous a proposé de travailler sur la collection d'ouvrages photographie des années 30 qui étaient publiés par Art et Métiers Graphiques. Donc, ce n'est pas à proprement parler une revue, mais il y a 10 ou 12 numéros qui ont paru presque annuellement. Donc, il s'agissait de partir de ce fonds et d'en faire une publication. Donc là, les étudiants, c'est un petit groupe d'étudiants d'année 4 qui était complète, fin de première année de master, qui était entièrement libre de la forme. On a quand même commandé un texte à Juliette Lavie, qui est spécialiste de la photographie des années 30. Et puis, eux, ensuite, ont proposé de présenter un chemin de fer complet de chaque livraison de photographie et une double page à taille réelle, d'où le format. Et puis ensuite, ils ont décidé, ils et elles ont décidé d'aborder certaines thématiques que l'on retrouve dans ces publications, et en ont rédigé les notices. Donc il y a aussi un travail de rédaction, d'édition, de graphisme. Enfin voilà, c'est très, très complet. Donc ça, on pourra le faire circuler. À la fin, c'est intéressant parce que c'est aussi quand même un outil éventuellement pour des chercheurs, dans la mesure où les étudiants
Les étudiants ont recensé tous les photographes et en ont fait dans un index qui renvoie dans quel numéro de photographie ils ont été publiés, à quelle page, etc. Donc c'est c'est un gros travail. Et il y a un second index donc, qui croise le premier, dans lequel on a numéro par numéro en fait la liste de tous les photographes. Je vais finir par ce catalogue donc, qui a été suivi dont la réalisation a été suivie par Isabelle Lemine et moi. Catalogue qui a été publié à l'occasion d'une exposition qui s'appelle Point Cardinal et qui est une exposition de photographie d'étudiants de toutes les écoles du Grand Est à l'occasion de la Biennale de Mulhouse, la Biennale de la photographie de Mulhouse, organisée par Annie Mellet, qui est aussi une de nos collègues, sur le site de Mulhouse. Et donc là, les étudiants qui ont travaillé sur le projet ont proposé de faire des sortes de grandes affiches. Voilà, ce sont des très grands formats que l'on peut également afficher. Et la manière dont les images sont organisées, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, je ne sais plus combien de photographes, d'étudiants photographes ont participé. Enfin, il y a la liste quelque part. Je pense qu'il y a environ 60 ou 70 photographes. Donc, le problème, c'est que la question de l'editing se pose, évidemment, quand on a autant de photographes. Alors, soit on dit on fait un editing très arbitraire ou thématique, ou un classement alphabétique, pourquoi pas. Alors là, ils ont imaginé quelque chose de beaucoup plus subtil, j'ai envie de dire, ou en tout cas une approche singulière, qui est de partir des métadonnées des photographies. C'est-à-dire dans un fichier, dans n'importe quel fichier informatique, vous avez ce qu'on appelle les métadonnées, c'est ce qui accompagne, en fait, c'est toutes les informations sur le fichier. Donc pour une image photographique numérique, les métadonnées, ça va être la date d'enregistrement, la date de création, mais aussi l'ouverture de l'obturateur, le temps d'exposition. Voilà, toutes ces données, ils les ont exploitées et ils ont créé différents algorithmes qui ont permis d'organiser les images. Par exemple, si vous regardez, au centre, ce sont les images les plus claires et à l'extérieur, les images les plus sombres. Donc ça a été classé automatiquement en fait par l'algorithme. De même, la disposition. Alors ils expliquent. Il y a aussi une affiche, j'ai envie de dire récapitulative. Il faut faire un geste sec. Hop, presque. Donc voilà, il y a une affiche récapitulative avec la liste de toutes les images, toutes les métadonnées associées. Il était demandé aux étudiants participants également d'inclure un ou quelques mots-clés s'ils le souhaitaient, qui pouvaient aussi être utilisés pour le tri. Et puis, ils expliquent par des schémas ici les différents algorithmes qu'ils ont utilisés. Il y a 6 affiches, 4 affiches recto, 4 verso. Et donc, ils expliquent les différents principes qu'ils ont utilisés pour chacune de ces affiches. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Donc ça, je peux faire circuler. Merci Jérôme de nous faire entrer dans la complexité de l'objet éditorial et dans sa diversité aussi. C'est très intéressant. L'editing renvoyant évidemment à la notion de narration aussi, qui est une des notions les plus importantes en édition photographique. Pierre, si tu veux réagir peut-être sur ta double expérience d'enseignant et d'éditeur par rapport à ce qui vient d'être montré, dit, proposé à des étudiants qui sont en école d'art. Oui, alors effectivement, merci de ces exemples-là qui sont... Ça me fait toujours l'effet, quand je vois des livres comme ça, qui sont des livres d'artistes, dont le principe même, le livre d'artiste, contient une sorte d'oxymore. Enfin, on se demande toujours si un livre d'artiste c'est quelque chose d'unique ou quelque chose qui est un multiple, s'il va se jeter à l'eau, s'il est dans... et c'est vrai que le livre d'artiste, il a un peu la posture d'un nageur professionnel qui aurait peur de l'eau. Donc il y a quelque chose comme ça par rapport à la diffusion et à ce qui pourrait advenir d'une édition au sens plus large du terme, de se retrouver avec des livres dont on a pu apprécier
à la fois la richesse de la manipulation et les difficultés de gestion, si je puis dire, sur une table de librairie. Mais pour répondre à la question d'Éric, moi, je pourrais parler au nom d'une expérience effectivement qui est liée à la maison d'édition depuis longtemps, et aussi en tant qu'éditeur membre de France Photobook, puisqu'on est un peu tous engagés dans des histoires liées à la formation, à la sensibilisation et surtout au partage de notre métier en tant que professionnel, comment on peut aller dans les écoles, à l'université ou dans les écoles d'architecture. J'ai été longtemps enseignant d'école d'architecture et je connais l'attachement des étudiants d'architecture aux livres. Paradoxalement, c'est un point très, très important pour eux, notamment dans le cadre de leur diplôme de fin d'études. Et c'est vrai que la façon d'aborder ces questions-là, c'est d'abord de se mettre vraiment à l'écoute d'une équipe d'enseignants. C'est-à-dire qu'en aucun cas, nous, on est des enseignants, on est juste des professionnels qui avons une expérience et dont on peut discuter à l'avance avec l'équipe enseignante et aussi, bien sûr, le personnel qui s'occupe du livre en particulier, donc les bibliothécaires et médiathécaires, qui sont au cœur pour nous du système. C'est-à-dire que sans eux, on ne peut pas imaginer de pouvoir donner des références. On ne peut pas donner des bibliographies. Le mieux, le plus simple et le plus efficace, c'est de pouvoir dire, allez donc dans les moments où vous pouvez le faire calmement et individuellement dans la médiathèque, dans les bibliothèques. Ce qui s'est passé pour nous, alors à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, on a un master, je parle quand je dis nous, c'est Aude Garnier qui dirige la maison en fait, hein, Aude Garnier et moi, et associé avec Elvire Colin-Madan, toute cette année, nous avons pu intervenir à l'université ou dans l'école d'art et de design de Saint-Étienne, en proposant des choses diverses, soit dans l'encadrement d'un master édition d'art et livre d'artistes, qui propose à ce moment-là un enseignement avec des travaux individuels réalisés, soit comme on l'a fait cette année dans le cadre de l'école d'art et de design de Saint-Étienne, l'organisation d'un workshop où nous sommes intervenus en 3 fois. Une première fois pour présenter nos travaux et essayer de dégager un thème que nous voulions, avec les enseignants, proposer. Nous avions fait quelques propositions aux enseignants. Finalement, ce qui a été retenu, c'est un thème plutôt léger qui était la poussière. Bon, voilà. Donc, on a travaillé avec la poussière sur des questions de référence, de nourrir des livres et des films pour que les étudiants puissent s'imprégner, si j'ose dire, se recouvrir de cette question-là. Et puis, on a fait une étape en cours de réalisation pour savoir si il y avait déjà des choses qui étaient en cours, et ensuite une semaine vraiment pendant laquelle on a réalisé le livre en fait. Et c'était un livre collectif, donc de fait la répartition des étudiants en art et en design a pu se faire naturellement aussi autour des questions des postes liés aux travaux qui sont ceux de la fabrication d'un livre, à la fois de la conception éditoriale, du travail sur les textes, du travail sur la mise en page, du travail sur la photogravure, du travail sur le façonnage, pour pouvoir aboutir en fin de semaine à 32 pages sur le thème de la poussière. Voilà. Donc c'est une expérience parmi d'autres, mais c'est vrai que ça nous a permis de parler de notre point de vue en tant que professionnel sur des questions aussi simples ou aussi bêtes que les formats, que les choix de papier, que les possibilités de pliage, de sens de papier, etc., qu'on a pu faire aussi grâce à l'école d'art à Saint-Étienne, en direct avec l'atelier d'édition de façonnage. Voilà. Donc c'est vrai que c'était une expérience un peu particulière, hein, mais qui nous a permis de réfléchir à plusieurs choses, hein, sur alors ça c'est toujours pareil, sur la question de la culture photographique. Enfin, c'était évident qu'on voulait travailler un thème à partir
ce thème de la poussière à partir de la photographie. Donc on avait effectivement donné pas mal de références et de suggestions. C'est un peu l'ébahissement maxillaire quand on s'aperçoit que effectivement les étudiants n'ont pas une énorme culture photographique par rapport à certaines choses qu'on peut évoquer. Hein. C'est une litote. Oui, non, mais bon, l'ébahissement maxillaire, c'était bouche bée, quoi, en fait. Et donc, on a, comment dire, en soi, c'est pas grave du tout. On n'est pas là pour faire un enseignement à la place des enseignants, pas du tout. On est là pour essayer de comprendre pourquoi on pourrait déconstruire en fait des clichés pour éviter qu'on tombe sur des choses un peu trop convenues et qu'on ose avec eux faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans notre métier au jour le jour, dans notre métier d'éditeur, c'est-à-dire se naviguer un peu entre la norme et l'écart. Donc là, c'était un moyen d'aller un peu sur les rives de l'écart et de pouvoir engager des choses qu'on ne pourrait pas faire véritablement dans le quotidien de la maison d'édition, quoi. Après, le dernier point que je pourrais dire, après je me tais, mais c'était la question de pouvoir donner au livre un appareil qui pourrait être celui d'une diffusion, c'est-à-dire lui donner un numéro de série, un ISBN, de lui donner l'évaluation de ce que pourrait être, à partir d'une fiche budget imaginaire, le prix de revient du livre et le prix de vente par rapport à un tirage qu'on tourne constitué autour de 800 exemplaires, par exemple, si on le faisait pour de vrai, ça donnerait quoi ? Et ça, ça a été très, très apprécié des étudiants, de ce point de vue. La prise de réel sur l'économie du livre dans cette expérience-là. Enfin, on pourra y revenir. Hein, Merci beaucoup, Pierre. Raphaël, toi qui souvent interviens après que les étudiants aient fait les écoles d'art, une formation de photographe, qui intervient comme directrice artistique pour des projets de photographes, soit en exposition, soit en livre. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les reçois? Qu'est-ce qu'ils ont en tête au moment où ils espèrent faire leur premier livre? Et quelles sont éventuellement les conditions dans lesquelles tu souhaiterais qu'ils arrivent pour réaliser leur premier livre? Bonjour. Je vais effectivement parler d'un point de vue qui reste, qui est beaucoup moins générique que le vôtre, beaucoup plus singulier peut-être, et effectivement un peu décalé. Quoique, je suis quand même enseignante, hein, enseignante-chercheuse, mais enseignante. Donc la question de l'enseignement, de la transmission, c'est quelque chose que j'appréhende toutefois. Tout d'abord, j'ai fait une formation de photographe, puisque je suis photographe non pratiquante, hein, avant toute chose, j'aurais dû dire ça. Je suis sortie de mes études, je n'avais pas la moindre idée du rôle de l'éditeur. Et j'ai eu la chance de rencontrer des éditeurs pédagogues et bienveillants, ils font partie de France Photo Book, qui m'ont fait comprendre que l'éditeur, c'est pas un imprimeur et quel rôle il a dans le projet, quel rôle il a dans l'objet, dans la création d'un objet, qui est de son expertise, de son savoir-faire. Et c'est quelque chose que donc j'ai appris à connaître et que je respecte vraiment énormément. Et effectivement, très souvent quand je parlais avec des photographes, ils pensent que bien faire, c'est arriver avec son livre mis en page. Bon, déjà... tous les photographes ne sont pas graphistes, il faut le savoir. Et puis surtout, moi de leur dire, mais surtout pas. C'est une co-création, pas de l'auto-édition. Et donc, je me retrouve avec des photographes qui parfois sont même exposés à Arles, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des petits jeunes. Hein. Je nomme personne, c'est volontaire et vous n'aurez pas les noms. Qui en sont encore à penser comme ça. Donc, il y a vraiment... manifestement un manque. Alors, bon, évidemment, je vais faire un tout petit peu de corporatisme pour les filles de la photo, parce qu'on a vu qu'il y avait ce type d'écart. On a fait un petit livre qui s'appelle Ivoire clair dans le méli-mélo de la photo et qui parle notamment pour les photographes de comment est-ce qu'on va voir un éditeur, etc. Mais ça, c'est, on va dire, un patch, un pansement. Il y a peut-être un travail peut-être plus en amont. Moi, quand je vous écoutais, en fait, je trouvais ça assez intéressant d'entendre que quand on est à Arles, en première année, qu'on fait ce livre, c'est un travail individuel, mais individuel, enfin,
vous allez voir où je vais revenir après, mais évidemment encadré, mais il y a chacun a son livre. Et puis où c'est surtout une commande qui est faite sur le sujet et la forme est libre. Si j'ai bien entendu, quand on est chez vous, la commande est sur la forme et le sujet est libre. Ce que vous disiez, notre demande, elle se fait sur des formes éditoriales et chacun met le sujet. Moi, ce que j'ai aussi appris en fréquentant des éditeurs, en faisant des projets de livres, c'était à quel point c'était un projet collectif. Le ou la photographe arrive avec un projet, souvent qu'il l'a mené seul, bataillé dur pour le mener. Hein, et puis d'un coup, il faut discuter, dialoguer avec un graphiste ou une graphiste, avec un éditeur qui va parler papier, qui va parler format. Et puis souvent ça joignent à ce moment-là des gens qui écrivent des textes plus ou moins pertinents et d'un coup se retrouvent dans ce moment collectif. Et c'est ce que j'entendais sur le collectif. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi cette idée que c'est un projet, le projet éditorial, qui certes, on veut chacun son livre parce que c'est important dans le processus de reconnaissance des photographes. Et ça, on l'avait bien vu dans les observatoires qu'on a pu faire au fil de la photo et qu'on le sait tous de façon diffuse. Donc c'est un moment important dans une reconnaissance individuelle, mais c'est un travail collectif. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que souvent les photographes qui n'ont pas encore fait de livre ne perçoivent pas du tout. Et donc je me demande si dans le processus de préparation à l'entrée dans un métier, dans une profession, dans un écosystème que peut être une école, comment marier ce besoin de liberté et d'expérimentation qui est le moment de l'école et qui est le moment de la découverte et de l'épanouissement, et la préparation à un écosystème qui a quand même des normes, des règles, des contraintes avec lesquelles il faut jouer. Il ne faut pas s'y plier nécessairement, mais il faut jouer avec, parce que parfois on a l'impression que il y a un tel contraste entre la liberté dans l'école et l'écosystème et ses normes que il y a c'est un mur ou une faille, comme vous voulez, hein, mais on passe pas. Et celles et ceux qui passent, c'est celles et ceux qui ont par ailleurs des ressources de codes sociaux, des ressources financières, mais que finalement la promesse que faisait l'école et que fait l'école jusqu'ici, aujourd'hui, de cette ouverture, de l'accès à ce monde de la question artistique à tout à chacun et sans condition de ressources, etc., avec une condition de pertinence dans le regard et dans le travail, eh bien, elle est retirée à la sortie. Parce que pour passer ce moment de rentrer dans l'écosystème et dans ses normes, et ben finalement on nous a pas donné les codes et ça repose sur des choses avec lesquelles on arrive ou qui sont en soi ou qui sont acquises par ailleurs sur un capital social, économique et autres. Et donc voilà, c'est pas juste comment on fait mieux, c'est aussi comment est-ce qu'on ne perd pas des créateurs, des créatrices. Et on parle de l'édition, on peut parler de la commande privée, on peut parler de l'écosystème économique. En fait, l'édition est, à mon avis, un point visible, mais qui ça concerne en fait un certain nombre d'autres questions de l'écosystème. C'est une réflexion assez, et c'est compliqué parce que l'école doit être un lieu de liberté et d'expression, effectivement d'expérimentation, et c'est hyper joyeux. Mais comment est-ce qu'aussi on prépare à l'entrée dans un monde qui est un métier, une profession, qui a des contraintes et qui a un écosystème. Je vais me taire. Merci. J'ai dit que j'avais rien à dire et j'ai parlé. Merci Raphaël. Véronique, si vous voulez répondre à cette question primordiale. Exactement. Alors ça, c'est la question du fameux question d'équipe qui se pose aujourd'hui encore de manière très aiguë et auquel il faudra faire très attention. C'est qu'effectivement, les écoles d'art sont des îlots de liberté où on est vraiment dans la création pure et dure. Et ça, c'est extrêmement important de le conserver. Je dirais même que c'est quasiment un luxe aujourd'hui parce que quand on atterrit dans le monde professionnel, voilà, ce sont que des contraintes économiques, techniques, comme vous disiez exactement. Voilà, alors on a toujours, en tout cas en France, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est un peu différent, et en Allemagne, où j'ai beaucoup travaillé aussi, c'est très différent. On a beaucoup séparé, on appelle ça d'ailleurs les écoles de beaux-arts, beaucoup séparé la question artistique de la question professionnelle, la question professionnelle étant quasiment un gros mot, que maintenant on a des injonctions sur la professionnalisation, mais moi qui ai travaillé avant de prendre la direction de l'ENSP, j'ai dirigé pendant 10 ans le Fonds régional d'art contemporain Normandie-Rouen, j'étais un peu de l'autre côté.
je sais combien, nous, on a essayé de soutenir les artistes, notamment, et on sait combien il est difficile pour les artistes au sortir de l'école. C'est un vide, mais abyssal. Et qui me semblait d'autant plus abyssal que nous, en tant qu'institution, je trouvais qu'on n'avait pas assez accès à ce que fait l'école des beaux-arts, notamment les ADAR. Et même si on pouvait être invité de temps en temps, mais ce n'était pas suffisant non plus pour vraiment capter toutes les dynamiques artistiques à l'œuvre. Et que ce décalage, enfin ce passage à vide est quand même extrêmement violent, je dirais. Et le travail, alors ça a été des prises de conscience, je pense, de beaucoup de directeurs, des directives aussi du ministère, mais je pense qu'il y a des chaînons manquants et qu'il s'agit aujourd'hui d'articuler. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus, c'est notre responsabilité, je trouve, en tant que directeur d'institution, de mieux préparer à ce passage, justement, de préparer justement à qu'est-ce que c'est qu'un budget, qu'est-ce que c'est que le principe de réalité de l'édition, qu'est-ce que c'est que les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est qu'un numéro de SIRET, qu'est-ce que c'est que toutes ces joyeusetés, même si les étudiants ne sont pas forcément dans la réceptivité de toutes ces joyeusetés administratives, mais en tout cas, c'est une chose sur laquelle nous, on réfléchit, enfin en tout cas, moi, je réfléchis énormément. Et alors, je ne sais pas, peut-être que j'y reviendrai, mais là, l'une des réponses qu'on a commencé à apporter à ça, c'est le fait, alors en dehors du fait qu'au sein de l'école, je souhaite créer une sorte de pôle éditorial autour de l'édition, et plus particulièrement la question de la diffusion, que ce soit l'exposition, les archives ou l'édition, qui sont assez peu abordées de manière programmatique, c'est-à-dire aussi bien du côté de l'histoire, parce qu'il y a une histoire de l'édition qu'on prend assez peu en compte, comme il y a une histoire de l'exposition qui est assez peu enseignée, et comme il y a aussi une histoire des archives, et que tout ça, et que ce sont pour moi des dispositifs, que l'exposition et l'édition sont des dispositifs extrêmement similaires. Ce sont des supports qui sont les manières de visibiliser la photo et qui en même temps les contraignent. Mais là, bon, je m'éloigne un petit peu, mais en tout cas, l'une des réponses qu'on a apportées, c'est avec les enseignants des équipes techniques. En fait, on a mis en place un module qu'on va expérimenter à la rentrée, qui consiste à mener un projet d'une année avec un groupe d'étudiants, ceux qui le souhaitent. Et toujours dans les étudiants, c'est des promotions de 25, et on voit qu'il y a toujours un petit groupe qui est beaucoup plus porté sur l'édition, sur l'éditorial. On a, en fait, l'idée, c'est de mener un projet éditorial sur un an, d'inviter justement un éditeur graphiste comme intervenant extérieur qui va venir apporter son expertise, notamment en termes d'editing, d'histoire du graphisme, c'est-à-dire aussi d'un point de vue à la fois historique et d'un point de vue, un accompagnement un peu plus scientifique et un peu plus technique aussi sur ces questions, parce que comme vous le dites, il y a souvent, on oublie les photographes, alors on le voit avec Arles Observatoire, ils ont, les étudiants font du graphisme sans le savoir. Et c'est intéressant, et on voit la différence, c'est ça qui était très drôle avec les livres que fait Jérôme. Il y a une approche complètement différente, et c'est ça qui est fascinant. Je pense qu'à un moment, effectivement, se faire rentrer, de mieux prendre en compte l'histoire du graphisme. Moi, j'y tiens beaucoup. C'est l'histoire du graphisme, pour moi, qui est beaucoup étudié le design et les techniques. C'est d'une richesse inouïe. Que les livres, ce sont aussi des niches économiques. Enfin bon, je reviendrai dessus, mais ça, c'est une chose qu'on avait beaucoup développé au FRAC, puisqu'il y avait une grande collection de livres d'artistes que j'ai beaucoup développé, et en termes de niche, de résistance aussi, on pourra revenir peut-être là-dessus. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire ce projet sur 2 ans, et à chaque fois, de le faire en collaboration avec une école européenne. Donc cette année, ça va être avec l'école d'Urbino en Italie, qui est une école qui est totalement spécialisée dans le livre d'artistes et qui a une espèce d'excellence. On a été les voir à Paris sur Polycopies, on a beaucoup discuté avec eux, on a fait des échanges, et eux ont une maîtrise d'ouvrage que nous n'avons pas à l'école, par exemple.
puisqu'on n'est pas, on n'est pas spécialisé à proprement parler dans le livre d'artiste. Donc l'idée, c'est d'avoir un échange comme ça de procédés, c'est-à-dire que l'école d'Urbino, en fait, nos étudiants vont aller à Urbino, les étudiants d'Urbino vont venir à Arles. Donc tout ça, ça va être projeté sur un an, qu'il va y avoir Ludovic Burel, qui est un artiste, commissaire, éditeur, hein, qui a créé notamment, qui a fondé les éditions HIT, qui a une très très bonne connaissance du graphisme, lui-même ayant enseigné le graphisme à Saint-Étienne, et qui va donc du coup qui vont accompagner, alors avec différents niveaux de compétences qui, j'espère justement, permettra de répondre justement à toutes ces, c'est-à-dire à avoir une totale liberté. Notamment dans le fait de créer un objet éditorial tout terrain. En fait, il n'y a pas de limite. Ça peut être un livre-objet, ça peut être... tout est ouvert. L'idée, c'est pas créer non plus un livre qui va forcément se diffuser, parce que la diffusion, ça, c'est autre chose. C'est un autre système économique, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. À ce stade-là, en tout cas, non. L'idée, c'est plutôt d'avoir une sorte de prototype, de maquette, puisqu'on sait bien que de la maquette à la diffusion, il y a encore un gap qu'il faut franchir. C'est pas parce qu'on fait un objet idéal qu'on pourra l'éditer, qu'on pourra trouver l'économie viable pour l'éditer, parce que c'est extrêmement cher. Et c'est de sensibiliser aussi à tous ces aspects budgétaires, matériels, voilà. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, puisqu'on va le lancer à la rentrée, mais c'est pour nous une des réponses, en tout cas, un des procédés qu'on met en marche pour instaurer beaucoup plus l'édition au sein de l'école et faire caracoler, en tout cas, problématiser toutes ces questions, en tout cas ces problématiques que vous avez très justement soulevées. J'essaye de bien comprendre absolument tout ce nouveau dispositif. Il me semble aussi que c'est un dispositif collectif. C'est Absolument. un livre qui est fait par l'ensemble des Exactement. C'est un projet qui se veut absolument collectif. Et donc l'idée, c'est de travailler tous ensemble en workshop et notamment avec les étudiants italiens d'Urbino qui ont un autre savoir-faire, aussi une autre approche de l'édition qui n'est pas forcément la même que la nôtre. Et donc l'idée, c'est vraiment de la jouer, d'être totalement collectif dans les échanges, dans les brainstorming, dans les propositions pour arriver à un ouvrage qui va être fait par par tout un groupe. Alors ils n'ont pas encore défini, hein, ils savent pas s'ils vont faire plusieurs ouvrages ou un ouvrage. Tout ça, ça va se décider à la rentrée. C'est-à-dire que tous ensemble, les deux groupes vont définir le protocole, quel type de livre. Il y a déjà une thématique qui se dessine sur la question de plantes et politique, parce que ce sont des choses qui intéressent l'université d'Urbino et qui nous intéressent. Et qui se dessine mais sans contrainte, qui est une sorte de thème qui sera un thème de discussion d'abord. Et après, autour de ça, il va falloir se définir, de savoir est-ce qu'il y a une campagne photo qui sera faite, est-ce qu'on va travailler à partir d'archives, quel type d'image on va utiliser pour faire cette édition, et qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser des archives, quel type de légende, comment il faut sourcer, tout ce qui découle en fait de l'image ou de type de photo que l'on va utiliser. Merci de promouvoir cette intelligence collective au sein de l'école, en tout cas parce qu'effectivement, on discutait hier avec Raphaël, et c'est vrai qu'on avait ce sentiment que quelquefois, et même souvent, les photographes qui sortent d'écoles d'art ou d'autres formations se retrouvent assez isolés, ayant presque l'illusion que tout devra se faire toujours seul pour suivre leur chemin artistique. Or, c'est tout à fait bien que dès l'école, il puisse y avoir comme ça une forme de répartition de l'intelligence, des intérêts, de l'envie, de façon à vraiment faire en sorte que, ensemble, au sein même d'une même classe, ils puissent réussir un ouvrage qui prenne en compte toutes leurs facultés. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'étudiants, à la sortir d'école, qui créent des collectifs, justement, pour ne pas se retrouver isolés, et que, somme toute, il me semble que l'école joue déjà ce rôle un peu de communauté, en tout cas, de pas être en autonomie, en autonome ou en isolé, mais plutôt en entraide.
dans une forme plutôt solidaire, hein, je dirais. Et c'est un peu ça que moi je défends aussi, en créant aussi des systèmes économiques, des modèles économiques propres, notamment pour pouvoir justement arriver à naviguer tout en ayant à la fois une pratique qui peut être un peu plus commerciale, c'est-à-dire en tout cas de gagne-pain autour de l'image, et puis sans perdre de vue l'exigence d'une pratique artistique, les deux pouvant se cohabiter. C'est ce qu'ils seront sans doute amenés à vivre ensuite, d'ailleurs, Pour beaucoup, dans oui. toute leur Oui, tout à fait, tout à fait. vie d'artiste ou de photographe. Pierre, est-ce que ça te fait réagir, cette initiative de l'école et de Véronique? Oui, mais peut-être pas autant que la salle, en fait. Donc, je pense que si on veut pas tout... Tu voudrais qu'on fasse appel à la salle? Oui, parce que en fait, bon, si on raconte, enfin, je veux dire, nos histoires, elles sont toujours intéressantes à raconter, mais je crains que ce soit aussi à chaque fois des tensions. Comment dire? Ce sont quand même des sports de combat qu'on essaye de mener. Donc, je préférerais qu'effectivement, s'il y a des questions ou si... Surtout la question du collectif et la question de, effectivement, faire un livre, c'est toujours un effort collectif. On fait jamais un livre seul, ou quasiment jamais. Il y a des contre-exemples. Je pense notamment à un éditeur qui s'appelle Antoine Lefebvre Éditions, qui fait tout lui-même, mais tout, c'est-à-dire jusqu'à la diffusion, la distribution, les envois, le stock, la reliure, etc., etc. Et c'est un contre-exemple intéressant parce que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, travaille extrêmement collectivement. C'est-à-dire qu'il contribue, il rencontre des tas de gens, il fait intervenir des tas de gens, mais c'est le collectif dans l'individuel. Enfin, c'est très intéressant, je trouve, son projet. Bon, mais c'est un petit peu à part. Bon, chez nous, il y a la question, il y a aussi la question de la progressivité, c'est-à-dire que c'est important quand même que les étudiants puissent s'emparer individuellement du sujet, de se confronter à ce que c'est faire un livre. Ensuite, à l'école, dès la première année, et tous les étudiants qui entrent à l'école en première année ou en cours d'études doivent suivre une formation en fait à la chaîne graphique. Donc, c'est-à-dire que du pré-presse jusqu'au façonnage, en passant par la sérigraphie, par toutes les étapes. Donc, ils ont conscience, littéralement, ils passent d'un atelier à l'autre, c'est-à-dire qu'ils passent de l'atelier de pré-presse à l'atelier de sérigraphie, à l'atelier reliure. Donc, ils ont cette conscience quand même des intervenants, et quand ensuite ils travaillent individuellement sur un projet, déjà ils sont encadrés par un enseignant, enfin en l'occurrence moi, ou Isabelle, ou d'autres, mais aussi ils vont voir les autres enseignants de livres, d'impression, etc. Donc ils ont même, ils travaillent quand même avec des gens, et en second cycle, les projets que j'ai montrés de second cycle, là on rentre vraiment dans le détail de faire les devis, de faire venir un photograveur pour leur expliquer comment, pour une première réunion de où le photograveur va leur dire qu'est-ce que vous voulez comme photogravure, quoi. Et donc là, il prend un rôle pédagogique aussi en leur expliquant ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Donc je pense que c'est bien d'insister sur la dimension collective, et justement on a travaillé cette année avec un groupe d'étudiants sur une autre publication que j'ai pas présentée parce que c'est un peu hors sujet, justement sur la question du faire ensemble, faire un livre ensemble, et ils ont essayé, les étudiants, de décrypter Antoine Lefebvre en faisait partie, mais d'autres manières de travailler ensemble. Je pense aussi à des collectifs comme Burnout Édition, qui travaillent sur des outils numériques collaboratifs pour justement faire des traductions ensemble, faire des choses comme ça, où ils développent là aussi, il y a des tas de... et je pense qu'il y a une demande en ce moment du collectif. Enfin, j'ai le sentiment que c'est une génération qui est très en demande de faire ensemble, justement. Tout à fait souscrire à ça. Je signale aussi le travail d'ailleurs d'Éric Tabuchy sur la forme rêvée de l'auto-édition, qui est de faire tout soi-même, y compris les contenus, la forme, la diffusion, distribution, mais quand même sur le post-distribution, il y a quand même une externalisation et une courroie de secours pour aller en librairie. Voilà, ça c'est important pour pas oublier que dans la réalité économique des livres que nous produisons, il y a le passage à un moment obligé par une certaine forme de commercialisation. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, soit sur la thématique générale,
soit pour l'un des interlocuteurs. Ce serait pour compléter ce que vient de dire Véronique Souben aussi sur... Oui, d'accord, Raphaël. Oui, donc je suis David Gauthier et je travaille à l'ENS de Lyon, et notamment en recherche-création. Et donc, c'est pas Arles Observatoire, mais c'est le deuxième volet qui concerne plutôt des M1 et des M2, mais des deux écoles. Donc là, on est vraiment aussi dans la confrontation de manières de faire et des manières de penser différentes. Parce qu'il y a un groupe d'étudiants d'Arles qui travaille avec un groupe d'étudiants de l'ENS, mais qui peut être en lettres modernes. Ben, c'est interdisciplinaire. En lettres modernes, en philosophie, voilà. Et juste un exemple, cette année, ils ont travaillé, donc ils doivent définir un propos ensemble, un propos de génération ensemble. Donc c'est 11 étudiants de nature très différente. Donc on est vraiment dans la tripologie, dans la trobologie, dans le frottement avec l'autre. Donc apprendre à travailler avec l'autre, faire avec, justement. Et l'idée, c'est aussi de définir une forme qui porte le fond. Par exemple, là, ils veulent travailler sur le syncrétisme. Et donc, ils ont expérimenté, etc. Et ils se sont dit, tiens, un album Panini, c'est pas mal, parce qu'on peut créer soi-même son album avec des stickers en fonction, bien sûr, du fond. Mais un autre exemple, pendant la pandémie, ils étaient isolés de part et d'autre, on a fait beaucoup en distanciel. Et on a aussi des étudiants étrangers, de part et d'autre, des deux écoles. Et ils se sont dit, tiens, ils ont voulu travailler sur l'exil. La forme qu'ils ont définie, ce sont des cartes géographiques, hybridant écriture et photographie sur ces cartes qu'on déplie. Voilà. Donc c'est aussi dépasser l'étudiant de l'école d'art. C'est aussi se confronter avec des étudiants d'une école généraliste, d'une universitaire. Donc c'est aussi voilà, et c'est aussi une chance. Voilà, je vais terminer là-dessus sur ma remarque, mais c'est une chance de pouvoir le faire dans l'enseignement supérieur. Et il faut le garder, ce modèle français, je trouve. Voilà. Et après, les questions commerciales, je suis entièrement d'accord aussi, mais expérimenter, faire l'expérience, c'est vraiment vital pour la créativité. Oui, tout à fait. Alors, c'est un projet que l'ENSP a développé déjà de nombreuses années avec l'École normale supérieure de Lyon et qui jouait déjà une transversalité voilà, qui est un peu, pour moi, un des maîtres mots, cette transversalité que de toute façon les nouvelles technologies nous imposent ou nous ouvrent comme on veut, mais en tout cas nous oblige à penser différemment et de manière beaucoup plus interdisciplinaire. Et à l'endroit du livre, notamment, voilà, dans ces liens avec, on le voyait avec les projets algorithmiques, les programmes algorithmiques que Jérôme nous parlait, qui rebattent complètement les cartes aussi sur la manière de repenser un livre, et puis sur des approches très collaboratives qu'impliquent les réseaux sociaux aujourd'hui, qui n'existaient pas autrefois. Et notamment, je pense aux plateformes comme Wikipédia, auxquelles tout le monde doutait fortement au départ, qui sont devenues maintenant des modes de pensée ou qui rejoint aussi toute l'approche amateur. Qui était assez invisible, mais pas en photographie. La question de l'amateur est absolument primordiale. Il y avait une très belle exposition qui s'appelait La République des amateurs de Garance Chabert, qui était une démonstration assez brillante qui montrait que finalement la photo a démarré avec des amateurs éclairés et pas du tout avec des techniciens ni des professionnels, et que voilà, les premières grandes missions photographiques s'étaient faites par des novices qui étaient absolument fascinés par cette découverte qu'était la photographie. Et dans le domaine de la photographie, la notion d'amateur, elle est primordiale, puisque la photo, par définition, tout le monde peut la faire, alors que pour la peinture ou le dessin, il faut un peu d'acquis, alors qu'en photo, et de plus en plus, puisqu'avec l'hyper-automatisation, maintenant, quasiment, on peut prendre un appareil qui va prendre la réalité sans qu'on ait grand-chose à faire. Donc, ces rapports collaboratifs, enfin ces rapports d'amateurs, ces manières de repenser collaboratives sont, dans le livre d'artistes, se confrontent vraiment bien dans cette question du livre, qui joue sur ces deux registres, qui sont aussi des registres politiques, parce que le livre, il ne faut pas en faire qu'un objet. C'est aussi, il y a toute une histoire de tracts, de facsimilés, enfin pas de facsimilés, mais de manifestes aussi, qui ont été quand même
même de Dada et autres qui ont été hyper importants. Et comme je disais, il y a aussi beaucoup d'artistes qui se sont servis du livre et de l'édition comme une forme de gratuité, de démocratisation. Nous, on avait fait rentrer au FRAC des livres de Myrta Dermizace, qui était quelqu'un qui était totalement argentine, si je me souviens bien, et qui était assez peu connue, et qu'on a retrouvé, comme Louise Bourgeois, voilà, des artistes femmes qui ont été un peu invisibilisées, et qu'on a ressorti. Beaubourg en a acheté plein de séries, qui faisaient ces écritures asémantiques, et qui a toute sa vie œuvré pour distribuer gratuitement en fait, ces éditions, c'est qu'elle trouvait dans le livre, au lieu de se lancer dans la peinture, dans le dessin, puisqu'elle a côtoyé Michaud, elle avait, de manière politique, elle voulait qu'il y ait une espèce de que son œuvre puisse être diffusée le plus largement possible et le plus démocratiquement possible. Et le seul moyen qu'elle avait trouvé là-dessus, c'était l'édition, justement. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. C'est pour ça que comme je dis, l'histoire de l'édition, elle est importante parce que on se rend pas compte ce que ça peut drainer derrière, et pour que les étudiants aussi se positionnent. Voilà, qui ne réinventent pas le fil à couper le beurre, mais que ça leur donne des instruments aussi pour développer des nouveaux systèmes de pensée. Et le livre est un support, un support extrêmement riche et extrêmement important à cet endroit-là, en tout cas. Raphaël, tu voulais réagir? En vous écoutant, j'avais l'impression qu'on parlait avec le même mot de deux choses différentes, mais attention, je ne suis pas spécialiste d'édition, donc je vais sans doute dire des bêtises et on va me reprendre, ça va être parfait. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en parlant du livre, on parle parfois d'un objet unique, précieux, artistique, qu'on appelle souvent le livre d'artiste. En parlant du livre, à d'autres moments de cette conversation, on parle d'un objet éditorial qui appartient à un système économique de diffusion avec un certain nombre de professionnels, etc. Et il peut y avoir une économie du livre d'artiste. J'avoue que je le découvre, mais je suis ravie de le découvrir. Mais en fait, c'est pas la même chose. Et j'ai la sensation qu'on glisse en fait dans la conversation depuis tout à l'heure, mais c'est ma sensation, j'ai pas dit que j'avais raison, mais qu'on parle parfois de livres d'artistes, parfois de la question d'un livre édité qui doit être vendu à plusieurs exemplaires et distribué. Mais je pose la question, est-ce qu'il y a une porosité entre ces pratiques ou pas? Est-ce que c'est des choses qui qui s'informent l'une l'autre, n'étant ni dans la pratique du livre d'artiste ni dans l'édition? Je pose une question. Voilà, et peut-être que j'ai tort. On l'a dit, hein, le livre d'artiste, il est comme un plongeur au bord d'une piscine qui se met à avoir peur de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est effectivement, à mon avis, très très poreux. Il y a une porosité entre le livre d'artiste et son multiples auteurs qui arrivent avec un projet, découvrent la Lune. C'est tout à fait intéressant d'avoir cette espèce de conscience que les écoles et que les milieux dans lesquels on peut apprendre une certaine profession, une professionnalisation, puissent vraiment apporter pour la connaissance et de la culture photographique, pour pas qu'on fasse toujours les mêmes choses. Et en même temps, le point de vue éditorial, c'est effectivement d'aller dans quelque chose qui est dans une économie du livre, dans un multiple, dans un processus éditorial qui est, Jérôme le rappelait, par rapport à un certain nombre de postes qui sont ceux de la conception jusqu'à la fabrication, au façonnage, au stockage, etc. Il y a aussi les autres postes qui sont l'atelier droit d'auteur, l'atelier préfiguration de la diffusion, l'atelier fiche de présentation, l'atelier communication, etc. Donc c'est vrai que, en revanche, par rapport à ce que dit Raphaël, c'est vrai qu'il y a parfois le sentiment que certains livres éditoriaux, enfin édités par des éditeurs, ont une dimension, et c'est dans l'autre sens, ça marche aussi, de livre d'artiste, puisque en termes de tirage et en termes de circulation, ça se rejoint. Ça, c'est une piste intéressante. Et ça, c'est une chose qu'on constate grâce aux travaux que vous faites, vous, dans les écoles, et que nous faisons, nous, à l'écoute de cette poussée.
Ça, c'est certain. Alors, moi, pour revenir là-dessus, quand j'étais au FRAC Normandie-Rouen, justement, la collection d'artistes, de livres d'artistes, il y avait une collection qui existait, qui était déjà assez importante, et donc qu'il s'agissait de développer. Et pour la développer, en fait, du coup, il a fallu aussi qu'on commence à se poser sérieusement la question de ce qui était livre d'artistes, livre objet, livre sculptural, parce que tout ça, c'était un joyeux mélange. Et donc, c'est avec Jérôme Dupérin qui a écrit une thèse sur le livre d'artiste et qu'on a invité, que j'ai fait venir dans le comité technique d'achat pour faire des propositions et qu'on a vraiment commencé à faire, nous, méthodologiquement, à créer une vraie à mettre au point une définition de ce que c'est que le livre d'artiste. Donc, nous, au FRAC, on avait décidé de le faire s'appuyer sur la définition de Ed Roucher, qui part évidemment de l'art conceptuel et qui est justement le livre qui doit remplir toutes les conditions d'un livre que l'on peut à la fois diffuser et à la fois économiquement acheter, voilà, qui remplissait toutes ces conditions de diffusion et qui faisait que ce livre était effectivement très distinct de ce qu'on appelle les livres-objets, qui eux, en général, sont des unicates. Voilà. Après, évidemment, je crois qu'au sein du FRAC, la question du livre, c'était celle qu'on débattait le plus. C'est-à-dire, autant sur les œuvres, voilà, il n'y avait pas vraiment, il y avait des discussions, mais les tensions ultimes étaient autour du livre. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des catalogues, par exemple, est-ce que des catalogues d'artistes, ce sont des livres d'artistes? Et certains artistes en jouent, justement. Je pense au catalogue d'Isabelle Lemine, qui est ici, qu'on a produit, et avec d'ailleurs Jérôme, qui a un ouvrage magnifique et qui avait vraiment conceptuellement, voilà, qui rejouait les magazines de photographie, qui avait vraiment quelque chose d'extrêmement conceptuel et qui jouait du catalogue, mais qui s'oriente plus sur un livre d'artiste, en fait, qu'un catalogue. Donc, il y a ces truchements, et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a cette hybridation, parce que nous, quand même, la modernité a cette espèce de tic de vouloir tout segmenter, tout indexer, tout... voilà, on est dans l'hypersegmentation, que ce soit les formations, dans la vie quotidienne, quand on va au supermarché, tout est étiqueté, les produits, les machins, tout est séparé. On ne se rend pas compte à quel point on sépare les choses. Et justement, le livre permet, à chaque fois, on trouve des exceptions, en fait... voilà. Alors, la maquette du livre, par exemple, Demi Book Award, qui est à Arles, évidemment, on arrive avec des ouvrages dont certains ne pourront pas être édités dans la forme qu'ils ont et qui se rapproche plus du livre objet, je dirais, dans sa forme, voilà, mais qui doit être après sans doute adapté, repensé sur des formes économiques, voilà. Mais tout ça est quand même assez poreux et heureusement que la définition est dédéfinie. Et que ça nous rassurait, quelque part, ça nous rassurait aussi qu'on trouvait toujours sur des exceptions qui étaient obligées de nous faire penser les choses. Après, c'est des manières pratiques de penser aussi. Mais au sein de l'école, justement, ce sont des choses sur lesquelles je souhaite que les étudiants réfléchissent aussi. Où est-ce qu'ils s'embarquent, voilà, et puis aussi de réfléchir à l'économie du livre. Parce qu'il y a aujourd'hui, si on développe aussi, si je souhaite développer l'édition au sein de l'école, c'est qu'il y a vraiment une demande très forte de la part des étudiants on est une société qui dématérialise de plus en plus, on externalise, on dématérialise, donc ce qui remet en question beaucoup de nos capacités cognitives et autres, et qu'à l'heure de l'hyper-dématérialisation, il y a une envie, un besoin, une nécessité de rematérialiser. Et le livre est cet endroit, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de foires du livre, autant de dynamique autour de livres, de production du livre, alors qu'on disait que le livre était mort, comme la peinture, comme autre, mais il y a cette espèce de besoin de réinterroger le livre, réinterroger ce que c'est qu'une matérialité, ce que c'est qu'un rapport spatial au papier, à la matière, à l'écriture, voilà, qui est plus qu'une nécessité pour aussi être en capacité à aborder les nouvelles technologies, parce qu'on va vers un changement de paradigme qui est absolument vertigineux. Et donc, à cet endroit-là, et les écoles doivent jouer leur rôle dans ce passage. Et je trouve que le livre est un endroit qui s'y prête particulièrement bien. Bon, déjà, je suis très d'accord avec cette idée on devrait parler des définitions du livre d'artiste. Il y en a
pas mal. Et sur la question de l'hybridation aussi des genres, c'est-à-dire des catalogues qui sont en même temps des livres d'artistes, qui sont en même temps des monographies ou qui ne sont aucun des trois. Enfin, ça, c'est des genres. Ou le livre de photos, qui est une sorte de genre en soi. En fait, il y a des livres de photos qui ne sont pas vraiment des livres de photos et des livres qui n'ont pas de photos, mais qui sont des livres de photos. Je pense aussi, je voulais dire que je pense m'être mal exprimé parce que quand je parlais de livres uniques que les étudiants produisent, c'est pour des questions, j'ai envie de dire, de moyens avant tout. Et j'aurais dû parler de prototypes ou de dummy, justement, comme c'est à la mode, de dire aujourd'hui. Enfin, à Arles, tout le monde sait ce qu'un dummy est aujourd'hui. Les prototypes que conçoivent les étudiants, c'est exactement ceux qu'on peut voir à l'UMA, dans le sens qu'évidemment, ils sont peut-être pas aussi tous réussis, mais dans le sens, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que moi, dans les sujets que je donne aux étudiants, il est toujours j'indique toujours que le livre doit pouvoir être multiple, qu'il ne s'agit pas d'un livre unique, qui doit pouvoir être reproduit en quantité. Parce que moi, ma définition du livre, ça n'inclut pas le livre unique, la mienne. C'est-à-dire que pour moi, un livre unique, c'est un objet. C'est pas un livre, c'est pas une édition. Une édition, par nature, c'est multiple. C'est le terme même d'édition implique la multiplicité, d'une part. Et aussi, je pense que le livre, il est livre parce qu'il circule. Un livre qui ne circule pas, il perd tout son intérêt. Enfin, je veux dire, si c'est un livre unique qui existe dans une collection d'un collectionneur et qu'il y reste, il a une fonction d'œuvre d'art peut-être, mais pas, à mon sens, pas de livre. Moi, je me permettrais d'ajouter, parce que cette problématique de l'unicité, elle se repose aujourd'hui à nouveau. Alors c'est ça va devenir assez complexe, puisqu'aujourd'hui, on le voit dans la mode, c'est-à-dire qu'on est capable, avec les machines de prototypage rapide, avec les nouvelles technologies, d'individualiser en fait les productions. Donc ça, la mode le fait déjà, c'est-à-dire, il y a déjà en édition, c'est-à-dire ce qui était l'unicat va pouvoir se développer. C'est-à-dire que chacun, comme on peut le faire avec les baskets, Adidas le fait déjà depuis quelque temps, mais au niveau du livre, c'est-à-dire qu'on peut créer son propre dans une économie tout en diffusant le livre, tout en diffusé, mais que chacun peut dans des diffusions collaboratives aussi, où chacun apporte de manière évolutive, que l'édition, que ça ne sera pas forcément plus une forme fixe. Ça peut être une forme évolutive aussi. Et ça, c'est des nouveaux modèles aussi qui se mettent en place, qui sont assez... Et même cette notion d'unicité, d'unicat, elle-même va se reposer. C'est bien de parler de ça parce que je pense que c'est vraiment très important dans la production de livres. Donc c'est un peu, là aussi, une contradiction. C'est-à-dire que c'est des livres multiples, mais qui peuvent être uniques par certains aspects. Et les machines de production, aujourd'hui, les machines numériques, d'impression numérique ont fait des progrès absolument incroyable en termes de qualité, notamment, et on peut imprimer des grands formats pour faire des cahiers sur des presses numériques. Il y a des presses numériques rotatives aussi, et on peut effectivement faire 10 000 livres et qu'ils soient tous avec des photos différentes si on veut. Voilà, c'est complètement possible, et je pense que c'est complètement passionnant parce que je pense que c'est c'est vraiment une étape vraiment intéressante dans l'histoire du livre qui s'ouvre là, justement. Voilà, je pense que c'est important de parler de cet aspect. Ouais. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? On est arrivé sinon au terme de notre discussion, mais s'il y a d'autres réactions, d'autres questions, on les prend tout de suite. Allez-y. Je ne parlais pas beaucoup français, donc je ne sais pas si c'est bien si je parle en anglais. Oui, c'est OK. Okay, I have this question. I organize a book fair in Colombia, and I'm listening to you, and my question is, how do the books produced by students insert in the editorial ecosystem? They are all prototypes. Do they print multiple, and where can you find them? In Colombia, photo books are really expensive. So they insert in another type of economy. And students don't do as much as books as they do fanzines. But fanzines, they are in a different economy. They move in different ways. And it's this problem of how those students and those fanzines, one day they are going to be books, how they are going to get into the editorial ecosystem of photo books.
So in Colombia, they move like in another economy. It's not bad, it's not good, it's just like a different economy. So I'm thinking like, how does that work here? The books that the students do, where can you buy them? There is a student fair. There is like, what happened with those books? There are multiples. They are just prototypes, and then there is an exhibition, but they are no multiple. Yeah. Je vais tenter de traduire juste la fin de la question qui me semble tout à fait pertinente. C'est comment accéder à l'achat d'ouvrages réalisés en prototype par les étudiants. Et est-ce qu'il y a des lieux pour ça? Est-ce qu'il y a des méthodes de diffusion qui pourraient permettre de rencontrer un public? Peut-être Véronique? Bon, alors moi, pour le dire, oui, tout à fait. Alors, à ce stade, comme Arles Observatoire, où ce sont des prototypes qui ne sont pas du tout pensés en termes de diffusion. Mais l'idée, c'est de constituer, on a une revue qui s'appelle Inframince, on a aussi des doctorats, je n'ai pas parlé non plus de ça, on a des doctorats qui prennent la forme de livres. C'était le cas avec Nina Ferrer-Glaise, qui a fait un travail graphique absolument somptueux sur la ruralité, un travail de 4 années de labeur, main dans la main avec un graphiste qui l'a suivi dès le départ, dès le début, le commencement de son projet de doctorat, ce qui n'est pas rien. Il a fallu trouver aussi le modèle économique parce que c'est très cher, mais ça faisait partie aussi du projet. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle l'a édité et c'est épuisé. Nous, au sein de l'école, c'est un peu compliqué parce que moi, je souhaiterais à terme qu'on puisse être présent sur les foires. Parce qu'il y a beaucoup de... la Gerrit-Rietveld d'Académie, notamment l'école d'Urbino et plein d'autres sont présents sur des foires. L'école d'Arles, pour l'instant, ne l'est pas forcément. Donc, l'idée, c'est cette année, on va commencer à... Je donnerai la parole, je finis juste. Oui, je sais pourquoi, c'est pour les trafics. C'est ça, voilà. Alors, cette année, ça a été une première. Il y a eu la participation des étudiants, mais c'est une chose qui s'est un peu improvisée. Enfin, je veux dire, c'est un projet qui a été comme ça improvisé dans un travail de présentation d'ailleurs d'un livre qu'on peut voir à la bibliothèque assez incroyable qui a été produit avec les étudiants et par les étudiants dans le cadre de cette foire à Marseille. Mais ce que je veux dire, c'est de manière plus ponctuelle, plus programmatique dans certaines foires, puisque effectivement on a la chance dans le sud de la France d'avoir Marseille qui est quand même spécialisé dans la micro-édition. Enfin, il y a un écosystème très, très fort dans le Sud. Et en plus, à Arles, on a quand même toute la chaîne de production du livre, ce qui est absolument exceptionnel. Sans parler des librairies, d'un nombre de librairies considérable pour un centre-ville très, très, très petit. Et donc, ce serait dommage de ne pas profiter de cet environnement exceptionnel qui est à Arles et dans le Sud. Mais en tout cas, à ce stade-là, nous, on est plutôt sur la question du prototype, sachant qu'administrativement, c'est un peu compliqué de vendre. Voilà, c'est une question qu'on se pose, mais c'est qu'on doit régler avec nos administrateurs, enfin au niveau administratif, puisqu'on est un établissement public, un EHPA, et en tant qu'EHPA, c'est un peu compliqué de vendre. Voilà, on ne doit pas faire transiter d'argent. Donc, c'est encore toute une logique, mais auquel on est obligé de réfléchir. C'est pour ça qu'à ce stade, aujourd'hui, on n'est pas dans la diffusion. Alors, c'est ce qu'on fait avec Inframince. Avec la revue Inframince, on passe par Filigrane, qui est ici présent, donc pour évidemment nous aider. Voilà. Mais c'est une question qu'on a envie de poser, c'est-à-dire à terme, est-ce qu'on peut... on ne s'interdit pas de se la poser. Il y avait une intervention tout à l'heure. Mais du coup, nous, en tant qu'étudiants, en fait, pour vendre nos éditions, on s'organise beaucoup en association ou en groupe, en collectif, et c'est quelque chose qu'on fait en dehors de l'école au final. Parce que je pense que ce qui est intéressant par la forme de l'édition, c'est que c'est plus facile à déplacer et à montrer et à amener avec nous partout qu'une exposition où là, il faut trouver des espaces, c'est d'autres contraintes. Donc je pense que c'est pour ça qu'actuellement, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup pour les étudiants, parce que ça nous rend beaucoup plus mobiles. Et c'est quelque chose qu'on va plutôt aller montrer ou vendre indépendamment des institutions et des écoles. Et donc c'est pour ça que je pense que l'école
pourrait nous aider, proposer des salles, enfin on pourrait participer en tant qu'école dans des salons, mais c'est aussi quelque chose qui, selon moi, est en dehors, plutôt dans les associations d'étudiants ou les collectifs. Pour les étudiants, pour les éditions personnelles des étudiants. Tout à fait. Alors, sachant que la vie associative étudiante, ça, c'est une chose qui est extrêmement importante dans les écoles et qui est aussi un gage d'autonomie. Enfin, je veux dire, il y a aussi une importance. Moi, je tiens absolument à ce qu'il y ait une certaine autonomie étudiante avec des prises d'initiative collectives, justement, qui passent par là où l'école ne peut pas agir, justement, ou a une très grosse lourdeur à agir, hein, des lourdeurs administratives qu'on connaît. La vie associative a peut avoir plus de latitude, en tout cas, voilà. En tout cas, nous, de notre côté, à l'ENSP, tout à fait, on est très content d'avoir cette vie associative étudiante qu'on essaye de soutenir le maximum, mais sans être intrusif, hein, tout en laissant une autonomie, mais qui permet effectivement de développer ces initiatives économiques parallèles, comme la vente aux enchères, comme voilà, toutes ces choses que vous avez très bien mis en place. Sachant que pour venir photo, juste, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a tellement de choses à dire. Mais je veux dire, pour rejoindre aussi ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement, avec un livre photo, on peut, voilà, c'est plus mobile, on déplace. Mais c'est aussi très important parce que par rapport à la peinture ou à la sculpture ou à d'autres formes artistiques ou la vidéo, la photo, en général, ça s'envisage beaucoup en série. On ne fait pas une peinture, on ne fait pas une photo. Enfin, il y a des photographes qui le font. Mais le propre de la photo, c'est qu'elle est duplicable et qu'on peut la produire. Voilà, on peut faire plusieurs prises de vue et que effectivement, ça se pose dans le cas d'une édition où on peut avoir une vision beaucoup plus élargie de ce que fait un photographe. C'est-à-dire que dans une exposition, on va toujours présenter un ou deux clichés avec des tirages grand format qui va un petit peu iconiser ou en tout cas donner le statut, voilà, une aura de statut d'œuvre d'art. Et dans un livre, dans une édition, ce qu'on peut pas rarement avoir en exposition, c'est que là, on va voir toute la démarche du photographe sur tout un projet, comme on le voit avec Arles Observatoire, par exemple, qui est déployé voilà, dans un livre où on aura comme ça toute l'entièreté d'un projet. Et ça, c'est important, oui. Merci beaucoup pour ce plaidoyer pour le livre de photographie, Véronique. Est-ce qu'il y aurait encore une réaction? Et sinon, on va vous remercier tous et remercier les 4 intervenants. Grand merci.